Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a une mission vraiment très précise et franchement tout à fait passionnante. Ah, bah ça oui, on peut le dire. On va plonger tête la première dans le guide complet 2025 de l'auto-apprentissage du français langue étrangère. Parce que quand on décide d'apprendre le français aujourd'hui, on se retrouve face à une véritable montagne de ressources. C'est exactement ça. Une montagne. Il y a des centaines d'applications, des milliers de chaînes YouTube, des innovations technologiques dans tous les sens. Le risque majeur, en fait, c'est de se noyer dans cette fameuse infobésité. C'est le grand piège de notre époque, oui. L'objectif de notre discussion d'aujourd'hui, c'est justement d'extraire les stratégies les plus redoutables, les pépites absolues pour quiconque souhaite apprendre intelligemment, sans perdre son temps ni se sentir totalement submergé par l'abondance d'informations. D'accord, décortiquons tout ça. On a sur la table une pile de sources fascinantes qui vont des intelligences artificielles génératives aux environnements en réalité virtuelle, en passant par des méthodes très spécifiques d'écoute active. Comment aborder ce paysage sans avoir le vertige? C'est exactement le défi de l'apprenant moderne. Il ne s'agit plus vraiment de trouver de l'information, car elle est désormais partout, en permanence, et très souvent gratuite. Ouais, c'est clair. Il s'agit plutôt de la filtrer et de la structurer de manière cohérente. Le cadre de notre analyse d'aujourd'hui ne sera pas une simple énumération d'outils numériques ou un catalogue de prix, hein. Non, ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre profondément pourquoi et comment ces innovations de l'intelligence artificielle à la réalité virtuelle transforment la mécanique même de l'acquisition d'une langue. On va observer comment ces technologies modifient le cerveau, réduisent l'anxiété de performance et, surtout, permettent de créer des habitudes durables. L'apprentissage du français en 2025, ce n'est plus l'accumulation de vocabulaire, c'est véritablement l'art de la curation. C'est une excellente façon de poser les bases. Et du coup, pour commencer cette curation, penchons-nous sur les fondations numériques, le paysage classique des applications et la manière dont il a évolué cette année. Bon, tout le monde connaît les incontournables. Oui, les grands classiques. Il y a Duolingo, qui reste un champion absolu pour la ludification. C'est parfait pour quiconque veut commencer sans aucune prise de tête, gratuit ou jusqu'à 96 $ par an environ, avec sa petite chouette verte qui rappelle de faire sa leçon quotidienne. Ça marche toujours très bien pour démarrer, oui. Ensuite, il y a Babel, pour à peu près 90 $ par an, qui se concentre davantage sur des dialogues concrets et une grammaire expliquée de manière plus traditionnelle. Ce sont de solides bases. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, en 2025, on a franchi un cap monumental avec la révolution de l'intelligence artificielle générative appliquée aux langues. Un cap énorme, oui. Les sources mentionnent des outils de pointe incroyables comme Copycat Café. Alors ça, pour 174 $ par an, ce n'est plus un simple quiz à choix multiples. Cette plateforme offre un score de prononciation généré par l'IA d'une précision chirurgicale évaluant l'accent de 0 à 100%. Elle propose de générer jusqu'à 1000 messages par jour avec un partenaire artificiel et surtout fournit des audios natifs avec de multiples accents régionaux. C'est très impressionnant. On note aussi l'arrivée du Pimsleur AI Conversation Coach, autour de 252 $ par an, ou encore de BabelSpeak, qui propose des partenaires de conversation entièrement gérés par la machine. On dirait presque de la science-fiction, hein. Eh bien, ce qui est fascinant ici, ce n'est pas tant la prouesse technique en elle-même que la manière dont cette technologie s'attaque à l'un des plus grands obstacles psychologiques dans l'apprentissage d'une langue. Lequel? Ce que les linguistes appellent le filtre affectif. Plus simplement, c'est la peur paralysante de parler. Ah oui, le fameux blocage. Exactement. Historiquement, un apprenant devait faire face au regard et parfois au jugement perçu d'un véritable locuteur natif. C'est une situation qui génère énormément de stress, ce qui bloque littéralement l'accès cognitif au vocabulaire qu'on a pourtant passé des heures à mémoriser. L'intelligence artificielle vient supprimer cette variable d'anxiété. Ah, je vois tout à fait ce que cela implique. C'est ce fameux moment de panique absolue dans une boulangerie parisienne, quand on a répété sa phrase 10 fois dans sa tête et que soudain, le vendeur demande très vite « Sur place ou à emporter ?» Voilà, le classique. Le cerveau se fiche complètement, on oublie tout son vocabulaire et on finit par pointer un croissant du doigt en balbutiant. C'est tout à fait ça, le stress fait disjoncter la récupération mnésique. Mais avec un outil comme Copycat Café ou BabelSpeak, on ne cherche plus ces mots devant un être humain qui soupire ou qui attend sa réponse avec impatience dans une file d'attente. Ce qui est quand même très rassurant.
Absolument. On s'entraîne avec un robot, un simulateur extrêmement patient, dans le confort de son salon. Cette étape intermédiaire est cruciale dans le processus d'acquisition. Elle permet de forger les connexions neuronales nécessaires à la production orale, de faire des erreurs, de tester des prononciations dans un environnement totalement sécurisant. C'est une véritable révolution psychologique qui débloque la confiance en soi bien avant la première véritable conversation humaine. On crée une sorte de bac à sable linguistique. Un bac à sable linguistique, l'image est parfaite. Mais justement, si on s'habitue trop à ce bac à sable, parler à un robot patient sur son canapé, ça ne prépare pas vraiment au chaos de la vraie vie avec ses bruits de fond et ses imprévus. C'est le risque, en effet. Comment fait-on le pont vers le monde réel sans forcément prendre un vol pour l'Europe? Et c'est là que le guide aborde l'immersion totale. Les sources mettent en lumière une tendance majeure de cette année, la réalité virtuelle. Le salon se transforme littéralement en France. C'est une immersion spectaculaire. Complètement. Le guide mentionne des applications comme Immerse Language, qui a été carrément développée par des professeurs de français langue étrangère pour offrir des visites virtuelles interactives. Il y a aussi Language Lab, qui est gratuit d'ailleurs, et qui propose une approche assez radicale. Une immersion totale axée sur la manipulation d'objets en 3 dimensions, sans la moindre traduction à l'écran. On est dans le concret absolu. Voilà, on attrape une pomme virtuelle, on entend une pomme. Tout simplement. Et enfin, Mondly VR avec son chatbot interactif en 3 dimensions. On met un casque et pouf, on est à la gare de Lyon. Si on relie cela à une perspective plus globale sur l'apprentissage, la réalité virtuelle représente une avancée cognitive phénoménale. Il s'agit du concept de cognition incarnée. De cognition incarnée. Oui. Traditionnellement, on apprend le vocabulaire d'une gare ou d'un café en lisant une liste de mots sur une feuille de papier ou un écran de téléphone. L'information reste purement intellectuelle. Mais avec la réalité virtuelle, on entre dans ce domaine de la cognition incarnée où le corps participe à l'apprentissage. Attendez, la cognition incarnée, c'est un grand mot. Est-ce que ça veut dire que notre cerveau apprend mieux quand notre corps bouge ou interagit avec l'environnement? C'est tout à fait ça. Le cerveau humain n'est pas conçu pour mémoriser des listes abstraites. Il est conçu pour mémoriser des expériences spatiales et physiques. D'accord, je comprends mieux. Avec la réalité virtuelle, on est physiquement situé dans cet espace simulé. Le fait d'avancer la main, même virtuellement, pour attraper un ticket de train, tout en entendant le bruit de la gare et le mot « ticket », sollicite la mémoire spatiale et kinesthésique. L'ancrage mémoriel est infiniment plus puissant parce que le cerveau encode l'information linguistique en même temps qu'une expérience physique. Ce n'est plus de la simple traduction mentale, c'est du vécu. Le cerveau enregistre l'événement comme un souvenir réel et non comme une leçon de grammaire. C'est fascinant de voir comment on trompe le cerveau pour qu'il absorbe la langue naturellement. Et cette volonté d'immersion sensorielle se retrouve aussi dans la nouvelle génération de contenu audio et visuel, notamment sur YouTube, sans avoir besoin d'un casque VR. Oui, les formats ont beaucoup évolué. Les tendances de 2025 mentionnées dans les sources sont vraiment variées. On y trouve les fameux shorts, ces vidéos verticales de 60 secondes, idéales pour ingérer une expression idiomatique par jour. Il y a aussi les story times, qui sont des récits personnels face caméra, parfaits pour capter le français émotionnel, celui qui vient des tripes et qui n'est pas dans les manuels. Le français de la vraie vie, en somme. Exactement. Et la tendance la plus inattendue du guide, l'ASMR en français. L'ASMR, c'est très surprenant mais très logique. L'idée est de proposer une immersion sonore extrême, en se concentrant sur les bruits du quotidien, les froissements de papier, les chuchotements, pour capter les toutes petites nuances phonétiques de la langue. C'est une approche presque chirurgicale de l'écoute. Et cette approche de l'écoute, qu'elle soit par l'ASMR ou les vidéos courtes, nous amène naturellement au cœur de toute stratégie d'acquisition sérieuse, s'entourer de la langue au quotidien. Bien sûr. Les vidéos et l'ASMR sont d'excellents compléments pour habituer l'oreille, mais pour une immersion prolongée, structurée et narrative, le podcast reste l'outil roi. Cependant, c'est ici que l'infobésité frappe le plus fort. Il y a des milliers de podcasts, il faut une curation rigoureuse et évolutive pour ne pas se décourager dès la première semaine. Absolument. Et c'est pour cela que le guide propose une curation sur mesure, très bien calibrée par niveau. C'est le moment d'ouvrir grand les oreilles. Pour le niveau débutant, disons à 1 ou à 2, la transition doit être douce. C'est primordial de ne pas les brusquer. La source recommande des formats comme Coffee Break French. Ce sont des leçons courtes, de 15 à 20 minutes, où la grammaire et le vocabulaire sont expliqués en anglais par Marc, ce qui permet de ne pas se sentir totalement perdu.
Il y a aussi Learn French by Podcast, qui fait un travail fantastique en décomposant de courtes lignes de dialogue. On écoute, on met en pause, on analyse, c'est très rassurant. C'est essentiel pour le débutant de ne pas nager en plein océan sans bouée. Mais le véritable défi, c'est le plateau de l'intermédiaire, le fameux niveau B1 ou B2, où l'on comprend les mots simples, mais où les natifs parlent encore beaucoup trop vite. Exactement. Et pour ce plateau intermédiaire, la sélection du guide est vraiment stratégique. On y trouve Daily French Pod, son format Quartz. À peine 5 minutes par jour, c'est d'une efficacité redoutable pour la prononciation et pour intégrer un concept sans faire d'indigestion. 5 minutes, c'est facile à glisser dans une journée. Dans un registre plus immersif, on trouve l'incontournable français authentique, où Johan parle très lentement pour enseigner la culture et les expressions idiomatiques, créant un pont en douceur vers le vrai français parlé. Et si l'on se tourne vers la vidéo pour ce même niveau, le guide met en avant la chaîne Inner French. Hugo fait un travail remarquable. Absolument. Il aborde des sujets complexes comme la psychologie ou l'histoire, mais avec un vocabulaire contrôlé, sans sous-titres. Ou encore Piece of French, qui propose les vlogs d'Elsa, montrant la vie réelle en France de façon très naturelle. Le but, c'est d'arrêter d'apprendre la langue pour commencer à apprendre à travers la langue. Et c'est la définition même du passage au niveau avancé, le C1 et au-delà. On passe aux choses sérieuses. Oui, à ce stade, le matériel d'apprentissage traditionnel devient obsolète. Il faut se tourner vers des contenus créés par des francophones pour des francophones, Le guide mentionne d'ailleurs le journal en français facile de RFI. qui, malgré son nom, reste un vrai journal d'actualité. Tout à fait, avec un vocabulaire riche, mais dont l'avantage majeur est de fournir des transcriptions exactes. Il y a aussi des podcasts culturels pointus comme La Poudre, pour un vocabulaire très sophistiqué tournant autour des questions de société, du féminisme, de la politique. Ou encore Transfert de Slate, un podcast narratif proposant des histoires personnelles brutes. Avec Transfert, on est confronté à des hésitations, des tics de langage, de l'argot. C'est le français dans toute sa complexité émotionnelle et sa vitesse réelle. Le grand saut dans le grand bain, en somme. Mais avec tous ces audios à disposition, il est si facile de tomber dans un certain confort. Le guide lance d'ailleurs un avertissement très clair à ce sujet. Oui, il formule une injonction cruciale. Avoir accès à tous ces podcasts ne sert strictement à rien si l'on pratique ce qu'on appelle l'écoute passive. C'est l'erreur la plus commune, l'illusion de l'osmose. C'est l'illusion de l'osmose, c'est-à-dire mettre un podcast de grammaire complexe en fond sonore pendant qu'on fait la vaisselle ou qu'on passe l'aspirateur et espérer que le subjonctif va s'imprimer par magie dans les neurones. C'est le meilleur exemple. Le cerveau humain est très doué pour transformer une langue étrangère non maîtrisée en simple bruit de fond s'il n'est pas activement engagé. La méthode 20-25 exige une écoute active et intentionnelle. L'apprentissage ne peut pas être une simple musique d'ambiance. Alors, comment on rend cette écoute active ? Le guide recommande des techniques spécifiques comme le shadowing. Il s'agit d'écouter une phrase, de mettre en pause et de répéter à voix haute exactement après le locuteur, en imitant non seulement les mots, mais l'intonation, la mélodie et le rythme de la phrase. Un vrai travail d'acteur. C'est exactement ça. Il est également impératif de travailler avec les transcriptions. Écouter une fois sans le texte, puis une deuxième fois en lisant pour lier le son à l'orthographe, ce qui est un défi de taille en français. Et enfin, le guide impose une règle d'or pour lutter contre l'infobésité. Lors de la création de flashcards pour retenir le vocabulaire, il ne faut noter que 3 mots nouveaux par session au maximum. Attendez, seulement 3 mots par heure ? Mais à ce rythme-là, il faudra des décennies pour réussir à tenir une conversation complexe, non ? Quand on écoute un podcast d'1 heure, il y a facilement une centaine de mots inconnus. Pourquoi se limiter à un chiffre si bas ? Cela semble complètement contre-intuitif quand on veut progresser rapidement. Cela paraît contre-intuitif, en effet, mais c'est profondément lié à la manière dont fonctionne la surcharge cognitive. C'est-à-dire ? Si on essaie de mémoriser 20 mots après un épisode, le cerveau les stocke dans la mémoire à court terme. Le lendemain, 80% de cette liste aura disparu. C'est frustrant et démotivant. En revanche, si on sélectionne uniquement 3 mots, qu'on les analyse, qu'on crée des phrases d'exemple personnelles avec ces mots et qu'on les révise via un système de répétition espacée, ces 3 mots s'ancrent dans la mémoire à long terme. C'est la différence entre une exposition superficielle qui s'évapore et une acquisition profonde et permanente. Lentement, mais sûrement, on construit un vocabulaire actif et mobilisable. Exactement.
L'apprentissage n'est pas une course de vitesse. La qualité prime largement sur la quantité, d'accord. Alors, la question qui brûle les lèvres maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie au quotidien? Comment combiner ces intelligences artificielles génératives, cette réalité virtuelle, ces podcasts actifs et ces flashcards sans devoir abandonner son travail et y passer 6 heures par jour? Est-ce que le guide propose une routine gérable pour les gens normaux? Absolument. Et c'est là que le concept d'apprentissage distribué entre en jeu. La science cognitive prouve qu'il est beaucoup plus efficace de s'exposer à la langue pendant de courtes périodes régulières plutôt que de faire une session marathon de 4 heures le dimanche après-midi. Ce qui est une excellente nouvelle pour nos emplois du temps. Tout à fait. Le guide structure un plan d'action anti-submersion, découpé en petites tranches intégrables dans n'importe quel emploi du temps. Décortiquons cette routine idéale de 2025. Ça ressemble à quoi, concrètement? On commence la journée avec 15 petites minutes le matin, pendant le petit déjeuner, dédiées au vocabulaire rapide et à la prononciation via des applications ludiques comme Duolingo ou un échauffement vocal sur le fameux Copycat Café. Une mise en route en douceur. Ensuite, pendant le temps de transport, que ce soit en voiture ou dans le métro, on consacre 20 minutes à l'écoute active d'un podcast éducatif, comme Daily French Pod. À la pause de midi, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, on s'accorde 15 minutes pour une vidéo immersive sur YouTube. Le soir venu, au calme, on prend 20 minutes pour de la pratique orale active, en tête-à-tête avec les intelligences artificielles conversationnelles comme BabbleSpeak. Et enfin, le week-end, quand on a un peu plus de bande passante mentale, on s'immerge pendant 45 minutes dans la réalité virtuelle pour une mise en situation, ou de manière plus classique, on regarde un bon film sur Netflix ou TV5 Monde. C'est un découpage parfait. L'apprenant reste en contact permanent avec la langue, dans différents contextes. Lecture, écoute, interaction. Mais attention, cette routine quotidienne doit s'inscrire dans une vision à long terme, avec des objectifs que le guide qualifie de SMART. Encore un acronyme. Est-ce qu'on parle d'objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels? Ça sonne un peu comme une réunion d'entreprise. Comment ça s'applique à l'apprentissage du français? C'est exactement ça. Et c'est fondamental pour éviter l'abandon. L'erreur classique est de se dire « je veux parler couramment français ». C'est un objectif vague et impossible à mesurer, ce qui mène droit au découragement. C'est le meilleur moyen d'abandonner au bout d'un mois. Un objectif SMART, ce serait plutôt d'ici vendredi prochain, je veux être capable de commander un café et un croissant en français sans utiliser l'anglais. C'est spécifique et mesurable. Et très concret. Le guide propose une progression très logique basée sur cette méthode. Le premier mois est consacré à la survie basique, saluer, se présenter, conjuguer au présent. Les mois 2 et 3 visent la compréhension de la structure, on intègre les temps du passé et on commence à suivre des dialogues simples grâce au podcast. C'est là que l'écoute devient vraiment intéressante. Exactement. Les mois 4 à 6 marquent un véritable tournant. L'objectif est de pouvoir tenir une conversation informelle. C'est la phase où l'utilisation des partenaires IA devient intensive pour délier la langue. Et à partir du 7e mois, l'ambition ultime est de franchir le cap de la traduction mentale, pour commencer à réellement penser directement en français, en se nourrissant de contenus natifs complexes et bruts. Une progression claire, qui évite de se brûler les ailes. Mais le guide est aussi très honnête sur les obstacles. Il dresse une liste des pièges à éviter à tout prix en 2025. Même avec la meilleure technologie du monde. Et ces pièges sont nombreux. Le premier, on l'a bien exploré, c'est l'écoute passive en faisant la vaisselle. Ensuite, il y a la tentation extrêmement courante de sauter la grammaire. Les applications modernes sont tellement fluides et ludiques qu'on a parfois l'impression de jouer à un jeu vidéo, et on en oublie de comprendre comment s'articule la charpente de la langue. C'est un grand classique, oui. Il y a aussi le danger de l'isolement artificiel, s'enfermer dans sa bulle avec des robots. Bien que l'IA soit formidable pour s'entraîner sans honte, il ne faut pas oublier qu'elle est programmée pour être indulgente. Elle ne remplace pas le frisson et l'imprévisibilité d'un véritable échange. Et enfin, un piège souvent ignoré, mais mis en avant par le guide, le manque de diversité linguistique, le fait de se limiter à un seul accent. Ce point sur la diversité linguistique est d'une importance capitale. Trop souvent, les méthodes traditionnelles se concentrent exclusivement sur l'accent parisien standard. Or, le français est une langue mondiale, vivante, plurielle.
Absolument. Si on n'entraîne son oreille qu'à un seul type de diction, on sera complètement perdu face à la réalité francophone. Il faut s'exposer délibérément à l'accent québécois avec ses voyelles généreuses, à la douce intonation suisse ou encore au phrasé belge. C'est cette variété phonétique qui permet au cerveau de véritablement généraliser la compréhension de la langue, et non de simplement mémoriser un seul modèle sonore. C'est un excellent rappel. Le français n'appartient pas qu'à Paris. Et cela nous amène doucement vers la conclusion de ce panorama. Après avoir passé en revue les IA, les casques virtuels, les podcasts et les plannings optimisés, quelle est la synthèse finale? La synthèse se trouve dans une citation particulièrement éclairante des experts en didactique qui clôturent ce guide de 2025. Ils écrivent « Les podcasts et les applications améliorent drastiquement l'écoute et la confiance, mais ils ne remplacent pas la richesse de l'interaction humaine. Pour maîtriser les subtilités, combinez ces outils avec un professeur natif. » La boucle est bouclée. Cela résume parfaitement notre époque. La technologie est un levier extraordinaire. Elle agit comme un amplificateur d'apprentissage qui réduit la friction, l'ennui et surtout la peur. Elle permet de s'entraîner en coulisses. Mais l'équation gagnante, la combinaison ultime et indépassable, reste l'utilisation de ces outils numériques de pointe pour le travail préparatoire, couplée à la connexion véritable, aux nuances culturelles et à l'empathie qu'apporte un enseignant humain. En bref, la machine prépare le terrain de manière optimale, mais c'est l'humain qui donne du sens à l'échange. La machine prépare le terrain, l'humain donne du sens. C'est une belle philosophie d'apprentissage. Et justement, pour clôturer cette exploration, cela soulève une réflexion stimulante à méditer. Laquelle ? Si on observe la vitesse à laquelle les choses évoluent, si des intelligences artificielles comme Copycat Café peuvent désormais évaluer une prononciation avec une précision absolue de 100%, si elles peuvent générer des conversations spontanées à l'infini en simulant les accents de toute la francophonie, et si la réalité virtuelle parvient à reproduire parfaitement l'effervescence et les bruits d'une terrasse de café parisienne, arrivera-t-il un moment, dans un futur proche, où parler avec un véritable être humain pour pratiquer une langue sera considéré comme un simple luxe optionnel, une expérience premium, plutôt que comme une nécessité absolue pour atteindre la maîtrise? C'est une excellente question. C'est une perspective vertigineuse qui invite quiconque écoute à repenser non seulement la manière dont on apprend, mais surtout la véritable nature et le but ultime de la communication humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'apprentissage de demain. Continuez à explorer, soyez curieux et à très bientôt.